Je rapporte les 3 derniers recrutements d'un agent non titulaire pour faire face à la vacance d'un emploi. En fait, il s'agit du responsable sécurité ERP, puisque l'agent précédent, M. Serge Rodriguez, qui nous a donné beaucoup de satisfaction d'ailleurs, est parti pour d'autres postes. Donc il faut en recruter un. Cela sera fait dans le cadre d'un agent non titulaire et il sera recruté à partir du 1er mars. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. La 24. Je vous propose une mission contre la réorganisation des bureaux de poste sur la commune. Serge, je te grille la politesse cette fois. D'habitude, c'est toi qui, tu vois, là, j'ai tiré plus vite. Non, c'est un clin d'œil, il n'y a rien de méchant. Simplement dire que, on connaît les questions de réorganisation de la Poste en France, et cela va toujours dans le même sens, c'est-à-dire moins de services publics. Alors, je peux comprendre qu'il y ait moins de courriers qui circulent, que le mode de communication moderne, en particulier par mail, prenne le pas sur la lettre traditionnelle. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il existe toute une partie de la population qui ne participe pas forcément de cet usage des nouvelles technologies. Ce sont les gens les plus modestes, les gens en situation de précarité et les personnes âgées. Et pour cette raison, je veux marquer le coup en disant non, je suis contre cette réorganisation tant que les choses n'auront pas mieux évolué sur le problème de la fracture numérique. Voilà, donc je vous invite bien sûr à voter cette motion et je vous laisse la parole pour la commenter si vous le souhaitez. Oui, oui. Pardon ? Il faudrait parler dans le micro parce que sinon ça passe off. Je dis que ce n'est pas uniquement les gens qui sont âgés, etc., et qui sont loin des technologies. Quelquefois, on est obligé d'aller à la poste et on y passe une bonne demi-heure. Voilà. Et ça n'arrangera pas les choses. Alors, qui voulait parler ? Monsieur Amaro, Monsieur Fusone ? Concernant la motion sur la Poste, effectivement, on ne pourra aller que dans le sens de cette délibération-là, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que la délibération met en avant le fait que les 2 bureaux de vote vont remettre en place une... J'ai dit quoi ? De vote ? C'est pourtant pas une obsession. Hein. Ça nous a tellement fatigués que je continue à rêver. J'imagine. Oui, donc une réorganisation des bureaux de poste où, par exemple, celui de la Gavotte, de ce qui est noté, fermera, si j'ai bien compris, le mercredi. Le lundi, pardon. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une grosse problématique. On a une entreprise qui est la Poste qui ne se réforme pas à cause de 2 problèmes. Et vous avez entièrement raison de dire que le trafic des lettres, comme on le connaît aujourd'hui, ne fait que diminuer. En revanche, il y a le trafic de colis qui ne fait qu'exploser depuis quelques années, puisque les gens se déportent des magasins pour aller commander sur Internet et se faire livrer soit à la Poste, soit dans les points relais. On a donc une problématique de patrons qui n'ont pas pris les problématiques à bras-le-corps et qui ne se sont pas réorganisés à un certain point pour bénéficier de cette explosion du trafic des colis, pour reporter le manque à gagner sur les lettres, sur les colis. C'est la première chose. Quand on voit les horaires que pratique la Poste, et c'est là où on a une deuxième problématique, vous avez une problématique des patrons, mais vous avez aussi une problématique de certains employés qui malheureusement n'acceptent pas le changement. Puisqu'on le vit depuis de nombreuses années, il y a eu de nombreux débats, on peut l'entendre à la radio, dans la rue et autres, quand on demande aux agents de eux-mêmes changer leur manière de voir les choses, de ne plus ouvrir de 9h à 17h, qui sont des horaires qui ne correspondent plus à personne, d'accepter que quand un client rentre à la Poste, qui vient chercher un timbre, de faire un rebond commercial et de vendre du service bancaire ou du service téléphonie ou autre. Et que ces mêmes agents vous disent « mais on n'est pas là pour vendre autre chose que du service postal », ce sont malheureusement des agents qui n'ont pas compris que leur direction leur demandait de travailler sur d'autres services pour compenser ce manque à gagner. Donc on a 2 problématiques qui font qu'aujourd'hui la Poste n'évolue pas, alors qu'on a des entreprises qui, comme les relais qu'il y a là, comme UPS, comme
comme d'autres entreprises, malheureusement pour elles, sont en train d'exploser. Enfin, quand on voit, et tu as entièrement raison Daniel, 9h, 17h, ben, ce qui se passe, c'est que tout le monde va à la poste le samedi matin, on attend pendant 1 heure, et malheureusement, les services postaux ne feront que diminuer puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, les patrons de la poste doivent se remettre en question, mais certains employés doivent accepter le changement et ce monde qui est en train de changer. Monsieur Fuson. Ah, Nathalie aussi. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, chaque fois que je vais acheter un timbre, ils me prennent la tête pendant un quart d'heure pour que j'achète un truc à côté. Et ouais, mais sauf que moi, ça me saoule en fait. Parce que j'y vais pour un truc précis, pas pour qu'ils me prennent la tête, pour que j'achète un truc qui n'a rien à voir avec ça. Il y avait un sketch de Fernand Reynaud qui doit dater de 50 ans. Le timbre à 0 francs 25, il s'appelait. C'est pas hier. Hein. Allez, monsieur Fuson. La réorganisation des bureaux de poste sur la commune est due à la privatisation de ce service public. Le premier à avoir posé les bases de la privatisation de la Poste est un certain François Fillon, alors ministre des Affaires sociales en 2004. Puis, sous l'impulsion toujours de François Fillon, alors Premier ministre, la Poste devient une société anonyme le 1er mars 2010. Sous l'ère Hollande, qui, je le rappelle, a été élu grâce, entre autres, aux communistes, le démantèlement de la Poste a continué. Je vais prendre une des mesures les plus saugrenues du quinquennat Hollande. Les agents de la Poste vont dorénavant faire passer les permis de conduire. Évidemment, pendant qu'ils s'occupent des permis de conduire, ils ne peuvent pas être dans leur bureau de poste. La loi qui oblige la Poste à s'organiser en conséquence a un nom. Loi Macron. Monsieur Macron, que vous soutenez, monsieur Amiel, à l'élection présidentielle. Vous tous ici déplorez les effets dont vous chérissez les causes. La critique est aisée, mais l'art est difficile. On ne sait pas grand-chose sur le programme de Mme Le Pen. Hein. Il faut dire qu'elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle récolte le fruit, hélas, du terrorisme. C'est à peu près la seule chose qu'elle soit capable de faire. Bref, M. Baroni. Oui, c'est dommage de m'avoir grillé le truc là. Non, c'est un sujet... Bon, il y aurait j'entends des choses qui sont inexactes. Malheureusement, ce n'est pas François Fillon qui a commencé à casser la Poste. Malheureusement, ce n'est pas lui. C'est un ancien postier qui parle. Donc, ça remonte à plus loin que ça. Et celui qui a scié la première branche, et je le déplorais bien sûr, et je le déplore toujours, c'est Paul Quilès. Mais ceci étant, on est en train de démontrer, là, ça pourrait nous faire un petit peu plaisir au front de gauche et aux sensibilités qui sont à ma gauche. Ça démontre qu'effectivement, quand un service public fonctionnait tel que tout le monde entier nous enviait la Poste, le monde entier, la Poste, ils nous l'enviaient. C'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce que c'était extraordinaire. Et non pas parce que c'était comme ça. Là, on a expliqué aux gens, et on continue à expliquer, que les fonctionnaires, c'est des feignants, qu'il faut tous leur allonger le temps de travail, que la retraite, ils la prendront plus tard, et que le privé, on allait voir ce qu'on allait voir, et bien on voit ce qu'on voit. Il n'y a plus de facteurs. Les facteurs le samedi, il n'y en a plus. 2 jours sur 3, il n'y en a pas. Et j'avais alerté, je vous avais alerté il y a 2 mois, parce que je savais qu'effectivement on allait en arriver là. Non pas que je l'avais deviné, mais les agents me l'avaient dit. Ni plus ni moins, sur les 2 bureaux de la commune, la boîte, la Poste, les patrons, non, ils ne se trompent pas. Bien sûr qu'ils s'adaptent, bien sûr. Ils suppriment 6 emplois. 6. Et forcément, les machines ne suffisent plus. Et je suis content d'entendre que du groupe majoritaire, c'est rare qu'on l'entende, les difficultés que tous nos citoyens conçoivent. Moi, 3 fois, ces jours-ci, 3 fois, tant à la Gavotte qu'au chef-lieu, il y a la queue devant la porte. Et à la Gavotte, il y a 2 agents qui se battent en duel, passez-moi l'expression, et il y a des machines. Maintenant, on arrive à faire la queue devant les machines. Il n'y a plus de salariés, on fait la queue devant les machines. Donc, je ne peux pas non plus entendre que les patrons à la Poste, ils sont sots, ils ne s'adaptent pas. Bien sûr qu'ils s'adaptent. Ils suppriment à tour de bras des facteurs et à tour de bras des agents. Ils dégraissent, comme on dit. Bien sûr qu'ils s'adaptent. Quand on dit aussi que le personnel ne veut pas... Non, attendez, mais je crois que je tombe de la chaise, retenez-moi. Vous pensez qu'aujourd'hui, le personnel, il a son mot à dire? Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est comme ça?
pas plus à la Poste qu'ailleurs. À la Poste, on leur a dit c'est comme ça. On leur a simplement dit on vous enlève 6 agents et avec ça, vous allez vous arranger avec les horaires. Jamais, j'ai jamais connu un bureau de poste. Ça pourrait se faire dans un service public. Bien entendu que ce n'est pas normal qu'un bureau ferme à 17h, mais il faut du personnel. Et bien sûr qu'il ne peut pas ouvrir à midi et fermer à 20h le soir, parce qu'il y a ceux qui en ont besoin le matin. Donc on est loin d'un débat théorique. Le service public ne peut pas et ne doit pas obligatoirement rapporter de l'argent. Et quand je lis, vous avez ajouté un paragraphe sur la délibération et la Poste, elle emploie le terme de rentabilité. Ce qui veut dire qu'effectivement, si ce n'est pas rentable, ben on ferme le bureau, on le ferme un petit peu, on le ferme entièrement. Voilà. C'est complètement catastrophique. Moi, j'en terminerai là. Et on voit bien que où ils sont bêtes, ou je ne sais pas où ils ne le voient pas, où ils nous prennent tous pour des idiots. On voit bien qu'à la Gavotte, par exemple, ça va fermer tout le lundi entièrement. Donc le bureau sera... on pourrait même attaquer au tribunal, moi aussi je bafouille, administratif, parce que la Poste doit, à un minimum de 12 km, je crois, garantir un service. Donc le jour où le lundi c'est fermé, bon, on est à plus de 15 km, si on le veut, d'un seul bureau. Mais ce que je voulais surtout dire là, c'est même provocateur. Le lundi, ça sera fermé à la Gavotte, sauf pour les conseillers financiers. Ça veut dire que si tu as du pognon, tu peux aller à la Poste. Non, mais voilà, je le dis crûment, on n'emploie pas ces mots ici, mais moi je les emploie et j'en prends la responsabilité. Ça m'a choqué quand j'ai lu... Enfin, oui, ça m'a choqué, et je ne sais pas si ça interpelle personne, mais c'est tellement grave maintenant qu'on se coule là-dedans. Et ça me donne, et j'en termine vraiment, ça me donne la confirmation qu'effectivement, l'espoir, il peut venir que d'un véritable changement. Et le service public auquel on est attaché au front de gauche est souvent tout seul, et c'est dommage, c'est véritablement la bouée de sauvetage. Ça n'arriverait pas si on était dans un véritable service public. Voilà. Bon, chacun s'est exprimé avec sa sensibilité et ses convictions politiques. Alors, je ne peux pas non plus laisser dire que seul le front de gauche est attaché au service public. C'est quelque chose que je pense défendre bec et ongle depuis des années, même si les agents du service public ont des droits, ils ont aussi des devoirs, parce que le service public, c'est un service rendu au public. Voilà, ça je tiens à le dire. Quant au fait de dire c'est rare que les membres de la majorité s'expriment, ça c'est pas gentil Serge, parce que je te rappelle que tout le monde s'exprime ici comme il le souhaite, et que les délibérations sont rapportées par les élus et pas uniquement par le maire. Ce n'est pas le cas de toutes les mairies. Voilà, je tenais à le dire. Allez, on va voter pour ou contre ou s'abstenir pour cette motion qui est pour. Unanimité adoptée. Bon, la dernière peut donner lieu à un débat si vous le souhaitez concernant le rapport d'observation définitive de la CRC sur la gestion des exercices 2008 et suivants de la communauté urbaine de Marseille. Oui. Monsieur le maire, donc la Chambre régionale des comptes met en lumière, là, par ce rapport, la défaillance et la gestion calamiteuse de la CUM par les élus LRPS de M. Caselli et puis aujourd'hui de M. Guy Tessier. Cette CUM, qui intègre 18 des 119 communes du département, représente 1 million d'habitants, soit la moitié du département en nombre d'habitants, à elle seule. Les observations et les recommandations de la Chambre régionale des comptes concernent également la métropole d'Aix-Marseille, vu que ce grand ensemble, la CUM, a vocation à être intégré dans un ensemble encore plus grand, la métropole d'Aix-Marseille, qui inclut les Pennes Mirabeau. Donc j'ai examiné ce rapport ce matin au bureau général des services de notre mairie, et le constat est affligeant. La dette de la communauté urbaine de Marseille, ou MPM, est de 1,6 milliard d'euros fin 2014, avec une augmentation de 200 millions d'euros de 2008 à 2014. Et elle continue d'augmenter. Pour information, celle de la métropole est de 3 milliards d'euros. La dette de la CUM, à elle seule, est de 1 500 euros par habitant, soit 2,5 fois plus par habitant que celle déjà accablante des Pennes Mirabeau.
Cette situation dégradée, elle est due principalement à la baisse des dotations de l'État, selon le rapport. Donc je résume parce que une mesure d'austérité de l'Union européenne, cette baisse des dotations de l'État, cette Union européenne de Bruxelles que vous, monsieur le maire, vous soutenez envers et contre votre commune. Il est à noter que l'ordonnateur de la Chambre régionale des comptes a souligné que même selon la loi MAPTAM, les éventuelles dotations d'intercommunalité, dont les montants ne sont même pas encore connus, ne permettraient pas d'envisager l'avenir avec sérénité. Également, cette situation dégradée est due également au poids des services en régie, comme la propreté et tous ces transferts de compétences mal évalués ou sans financement acquis, comme les eaux pluviales. C'est dû également à des charges de personnel qui ont augmenté de plus de 5% en 2 ans, de 2011 à 2013. Une hausse phénoménale d'investissements qui ne nous concerne pas ou très peu, qui sont bien supérieures et déconnectées des ressources de la collectivité. Par exemple, entre 2008 et 2013, les autorisations de programme votées sont passées de 2,9 milliards à 3,5 milliards. Même le rythme d'investissement actuel n'est pas soutenable, avec des coûts déjà partis, comme le renouvellement du métro marseillais, le boulevard urbain sud de Marseille et la fameuse L2, qui est donc que la CUM participe dans cette L2. Également, il y a aussi des emprunts toxiques, avec par exemple 26 millions d'euros qui dépendent d'une parité euro-franc suisse. Donc par exemple, 1,2 francs suisses pour 1 euro, ça fait un taux à 12,7%. Et depuis que la parité à 1 franc suisse à 1 euro, le taux grimpe à plus de 24%. C'est juste un exemple. Il y a aussi les budgets annexes qui ne sont pas épargnés. Alors, étant dans le milieu maritime, j'ai regardé un peu celui des ports, qui est passé de 2,2 millions d'euros à 11,2 millions d'euros, avec un résultat de fonctionnement déficitaire qui ne permet évidemment pas d'autofinancer les investissements nécessaires, comme la mise aux normes de sécurité des installations portuaires. Et donc cela impose encore un recours à l'emprunt. Donc au vu de la gestion calamiteuse de la CUM qui sera bientôt englobée dans la métropole d'Aix, Marseille, les Pénois ne veulent pas être intégrés dans ces grands ensembles de communautés de communes que les élus LRPS leur imposent et ne veulent donc pas que les Pennes Mirabeau deviennent le 17e arrondissement de Marseille. Et à juste titre, car nous, élus FN de ce conseil municipal, nous les avons informés que leurs impôts locaux déjà importants et augmentés chaque année par votre majorité vont être multipliés par 2, voire par 3 pour augmenter les recettes de fonctionnement d'un grand ensemble dont ils n'ont que faire pour éponger la dette colossale de la gestion désastreuse de Caselli, Tessier et Gaudin. Alors, contrairement à la majorité ici présente qui se satisfait de cette situation, nous profitons de l'évocation de ce bilan désastreux, évidemment, de la Chambre régionale des comptes, pour rappeler que par le rejet de ces grands ensembles, nous souhaitons toujours la sauvegarde des libertés communales en matière de logements sociaux. Nous refusons que ce soit le préfet ou la métropole qui décide à notre place où construire le logement et qui nous impose l'immigration massive. La défense du triptyque commune, département, État, qui a prouvé son efficacité. Donc nous refusons les doublons de ces grands ensembles. Volonté de l'Union européenne qui vont faire exploser les coûts. Et face au gigantisme porteur de confiscation démocratique, nous souhaitons que les Pénois soient plus proches des lieux de décision. Des lieux de décision qui engagent leur vie quotidienne. Donc il faut que les Pénois sachent que nous, élus du Front National, sommes les seuls à défendre les traditions et l'identité des Pennes Mirabeau face à ce gigantisme de ces grands ensembles métropolitains surendettés que les Pénois rejettent. D'autres interventions? Bon. J'ai pas trop de commentaires à faire sur ce que vous venez de dire. La gestion de la communauté urbaine de Marseille est assez calamiteuse. Ça, malheureusement, tout le monde est à peu près d'accord pour le reconnaître. Je crois que c'est un fruit de l'histoire qui remonte bien avant M. Gaudin. Je rappelle que la communauté urbaine de Marseille remonte à la loi Chevènement de 99. Je rappelle que nous étions sortis, nous les Pennes Mirabeau, de l'ex-Marseille-Provence Métropole pour entrer en communauté du pays d'Aix, qui nous paraissait plus proche en termes de proximité
de ce que nous souhaitions. Malheureusement, les deux lois MAPTAM et NOTRe nous ont rattrapés, et le phénomène de métropolisation, qui soit porté par la droite ou qui soit porté par la gauche, est en route et malheureusement, je dirais, continue, ne serait-ce qu'avec, par exemple, l'annonce de la métropole de Toulon. Au-delà de l'aspect local, la création des grandes métropoles sur un territoire comme la France a un effet, me semble-t-il, pervers aussi, c'est qu'il va encore plus appauvrir et précariser les zones de la ruralité, voire de l'hyper-ruralité. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit. La question de la dette, qui est effectivement extrêmement importante pour Marseille, comme pour la communauté urbaine de Marseille. Par contre, vous connaissez mal les chiffres de la fiscalité, parce que quand vous dites que la dette est insupportable pour les peines Mirabeau, c'est faux. Nous sommes nettement en dessous des dettes de villes de 20 000 habitants comme les nôtres, et ça, je ne peux que le reprendre. Après, vous mélangez la tradition et puis la fiscalité qui, évidemment, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les traditions, je les défends autant que vous. Et il suffit de voir le nombre de manifestations autour de la tradition que nous organisons, auxquelles d'ailleurs on vous voit fort peu, mais ça, c'est une autre histoire. Pour le dernier point sur lequel vous m'avez personnellement attaqué, parce que vous êtes plus fort pour attaquer nommément que pour faire de véritables propositions, c'est vrai, je suis quelqu'un de profondément européen. Je ne suis pas tout à fait dans l'Europe que je souhaiterais, mais je suis quelqu'un de profondément européen. Et je le rappelais à la lumière des événements tragiques que nous traversons tout à l'heure. La construction de l'Europe remonte à De Gaulle et à Adenauer après la guerre. Elle a permis de construire une Europe de paix qui est aujourd'hui menacée. Et je préfère être proche de l'Europe et de ses valeurs démocratiques que ce que votre parti est proche de la Russie et de ses valeurs dictatoriales. Bien, nous ne mettons pas au vote cette délibération puisqu'elle n'est pas l'objet d'un vote, c'est simplement le fait de vous faire prendre acte de la présentation du rapport de la CRC. Je crois que l'ordre du jour est épuisé. Je profite bien entendu de ce dernier conseil municipal de l'année pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année qui seront, comme on le fait souvent, conformes à la tradition. Et je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, à aller visiter la crèche qui est à la chapelle Notre-Dame d'Aide dans le village. C'est une crèche permanente et qui est de très belle qualité. Et puis alors, on a eu un petit cadeau de Noël, même si, bon, j'espérais. J'ai reçu une lettre tout à l'heure, mais je l'ai perdue. À la signature du premier vice-président de la région. Bon, mais c'est pas grave. Nous avons obtenu la première fleur dans le cadre des villes fleuries. Et ça, je suis très heureux pour la commune. Et je dédie particulièrement cette fleur à tous ceux qui, au service technique, sous la houlette de M. Bussy, ont participé de ce fleurissement qui est particulièrement réussi, en rappelant que la fleur ne récompense pas seulement le fleurissement aujourd'hui, mais le cadre et la qualité de vie. Donc c'est une belle récompense pour la ville et pour ceux qui l'ont portée. Et je suis très fier et on continuera pour essayer d'en obtenir plus si affinité. Merci, bon Noël à tous. Voilà le courrier.